Mon petit-fils, j'ai eu le problème avec elle depuis 3 ans, 10 ans que son père est mort. Je vis avec elle. Alors, Mamati, la maman de Dimitri, elle est partie, elle est décédée quand il avait quel âge? Quand Dimitri était à 5 ans. Dimitri avait 5 ans. Et pendant qu'elle décédait, Dimitri était où? Elle était chez moi toujours. Il m'a donné d'abord avant d'aller chez elle. Elle devait mourir. Elle vous a donné quoi, Dimitri? C'est Dimitri? C'est sa mère lui-même qui m'a donné l'enfant. Elle vous a dit quoi? Avant qu'elle est partie chez elle, dans le village, elle est morte là-bas. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en vous laissant Dimitri? Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous a laissé Dimitri? Elle m'a dit qu'elle est malade et pas pour se traiter. Pour finir, c'était la mort, non. Mais je suis parti jusqu'à voir là qu'on a enterré avant de prendre l'enfant encore et rentrer. Quand elle vous a laissé Dimitri, vous n'avez pas pris Dimitri? Non, il était chez moi, non. Lui-même est parti. Je vivais après l'enfant depuis 7 ans-là. J'ai eu l'enfant jusqu'à présent. Elle vous a laissé l'enfant et elle a passé combien de temps dans son village? C'est seulement presque 6 mois. Dans son village, elle vous a laissé l'enfant. Parce qu'en partant, elle était malade. Elle vous a dit qu'elle revenait? Elle vous a dit qu'elle revenait le chercher? Non, elle n'est pas venue. Non, je vous dis, qu'est-ce qu'elle vous a promis quand elle vous a laissé Dimitri? Est-ce qu'elle vous a promis de revenir chercher Dimitri? C'est elle-même qui est venue ici à Douala. On a accouché Dimitri ici à Douala. Bon, en partant dans leur village, c'est là qu'elle est venue me donner l'enfant à la maison. Quand je prends l'enfant, comme il est malade, il part chez elle, s'il guérit, il vient encore avant qu'il vienne occuper l'enfant. Et comme il est mort, je n'ai plus encore, il n'y a personne que je pouvais encore la donner. C'était son seul enfant? Elle a les autres, mais personne ne s'occupe d'elle. D'accord. Alors, vous êtes resté avec Dimitri. Comment votre fils, le papa de Dimitri, a pris la nouvelle de son décès? La nouvelle du décès de la maman de Dimitri. Quand il a su qu'elle était décédée, comment est-ce qu'il a réagi? On est parti là, elle est morte. On fait le deuil, rentrer. Et ça a fait seulement 9 mois. Ma part aussi d'enfant est mort. Pourquoi? Je dis le père de Dimitri. Il est décédé, pourquoi? Je ne connais pas maman, je ne connais pas lui. Je suis à l'hôpital, je souffrais, je ne connais rien. C'est le papier qui pouvait montrer ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir? Est-ce qu'il vous a parlé? Il vous a parlé de Dimitri? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était quoi ses dernières paroles? Le père? Non, il n'a rien dit. Est-ce qu'elle parlait? Elle ne parlait pas. À la dernière minute, il ne parlait pas. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? C'était son seul enfant, Dimitri? Oui, c'est seul enfant. Parce qu'il vivait avec la femme comme ça. Ce n'est pas la femme qu'elle s'est mariée. Elle n'est pas mariée. Elle vivait avec la femme comme ça. Elle a fait l'enfant. Au début, se marier. La femme est partie mourir chez elle. Lui-même est mort comme ça. Je sais que c'était comment. Quand on me donnait l'enfant était encore un bébé comme ça. C'est moi qui ai mis l'enfant au matin jusqu'à comme il est comme ça. Et ça a été... Enfin, ce n'est pas le seul petit-fils que vous aviez d'autres enfants à la maison ou bien vous étiez seul? J'ai les autres beaucoup. J'ai les autres. Mais père des parents, c'est toujours les enfants de mes enfants. J'ai beaucoup de petits-fils à la maison. Qui vivent avec vous? Qui prend soin d'eux? Le père des autres, il prend soin. Et ce sont eux qui m'aident aussi avec l'autre aussi, les jours qu'elle a. Parce que moi-même, je ne fais rien. Je suis fatigué après les malades comme ça, je ne fais rien. Je me débrouille avec la machine. Pour pédaler, je n'arrive même pas. Vous êtes couturière, Mamati? Oui, j'étais couturier. Je faisais les sacs que les femmes vendent, elles payent la nourriture, la vente au marché. Mais comment est-ce que vous faites alors? Je suis à la maison comme ça. Le moment que j'ai pris pour vendre à chez voisin le forage, ça peut faire 4 jours. L'eau ne coule pas. L'eau ne coule pas. Je babade avant elle jusqu'à rester moi tranquille. Et vous faites comment avec l'enfant, avec le petit? Si les petits enfants, mes camarades, mes soeurs me donnent un peu.
Je me débrouille après les enfants. Je vais faire comment? Et comment vous lui parlez? Comment est-ce que, quand il a perdu papa, vous avez parlé avec lui, vous avez discuté avec Dimitri? Après, non, je ne fais pas de discussion. Non, je veux dire que vous lui avez parlé. Il était petit quand son papa est décédé, non? 5 ans et demi par là. Est-ce que vous lui avez expliqué avec le temps? Il a 15 ans aujourd'hui. Il a quel âge? Tu as quel âge, Dimitri? 15 ans aujourd'hui. Alors, Dimitri a 15 ans. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes assis, vous avez échangé avec Dimitri pour lui dire écoute, tu n'es pas seul Oui, je la parle. Je la parle. Je vais faire comment? Je ne peux pas la cacher, c'est que ça va arriver dans demain et commencer à dire que c'est comment. La famille de sa mère, je ne connais pas. Et ses sœurs, je ne connais pas. Depuis comme son père est décédé, il n'y a aucune personne qui est venue le garder que où est l'enfant. C'est moi ce qui me débrouille son enfant. Il n'y a personne. Mais vous êtes rentré en contact avec eux? Non. Pourquoi? Est-ce que maman m'a donné le nom? Le mère en partant, je n'avais même pas sa photo. Même le numéro de téléphone, je n'avais pas. Sauf une femme qui m'avait montré le chemin pour aller au deux. Lui aussi, il est mort. Alors, vous connaissez le nom de la maman de Dimitri? Oui. Elle s'appelle comment? C'est Mbella Justine. Alors, si la famille de Mbella Justine, elle est dans quel village? De Bétalé. Alors, la famille de Mbella Justine, c'est Justine? Du côté de Bétalé. Bétalé. Donc, si vous nous regardez, si vous êtes en contact avec une certaine Mbella Justine, pourquoi pas vous rentrer en contact avec le standard, les émissions, et puis vous allez pouvoir retrouver votre fils, Dimitri. Dimitri, alors, grand-mère a déjà discuté avec toi pour te dire, t'expliquer pourquoi, où est papa, où est maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je parle beaucoup avec grand-mère. Je parle des fois avec grand-mère. Elle t'a expliqué quand même? Elle m'a expliqué. Elle m'a toujours dit que même si mon père est décédé, que ma mère est décédée, que j'ai toujours ma famille, mes frères et sœurs. Il faut rester avec eux. Et qui est aussi ma tante, donc, qui est toujours là, qui prend toujours soin de moi. Elle s'appelle comment ta tante? Mabilissa Yvette. Pardon? Elle n'entend pas, hein, on ne t'entend pas. Maman Mabilissa Yvette. Alors, papa te manque? Beaucoup. Mais il est presque peu de souvenirs de lui. Tu as les photos de papa? Il y a les photos de lui. Tu les gardes où? C'est la grand-mère qui les garde. Ah, tu n'as pas chippé une photo pour garder? Non, il y a toujours une photo au salon, chez nous, là où on le voit toujours. Et maman? On n'a aucune photo d'elle. Tu connais pas maman? Elle te manque pas? Non, je sais pas. Oui, je n'ai. Sa mère partant ne m'a rien donné comme la photo. Ne m'a rien donné comme la photo. Non. Et comment est-ce que vous faites pour qu'il ne connaisse pas maman? Je dis pour qu'il visualise même un peu sa mère. Vous allez fouiller dans les affaires de votre fils pour savoir quand même si... Je dis qu'elle ne vivait pas avec mon fils de mon maison. Elle vivait ailleurs. Mon fils vivait chez moi. Oh, c'était comme les amis. Dès comme il a fait l'enfant, je m'occupais de l'enfant jusqu'à lui-même. Après l'enfant venait me donner. Bon, comme tu s'occupes trop de ton enfant, voilà ton enfant, je par exemple, pour le malade. Je ne savais pas que c'est la mort. Depuis 2009 qu'il est parti, je suis parti jusqu'à chez elle, mais chez son grand frère. Et son grand frère, là qu'il est mort, on me dit que c'était avec toi. On me dit qu'avec toi, tu étais là-bas pour aller encore avec Bétalé, c'est loin. Je trouvais qu'on a déjà un peu de temps. Mais si vous pouvez retourner là-bas, vous allez reconnaître la route. Le type travaillait là-bas, elle a changé la place. Non, je veux dire que, est-ce que si on vous ramène là-bas, si on vous demande de retourner dans le village de Christine, c'est Christine ou c'est Justine?
Justine. Si on vous demande de retourner dans le village de Justine Bella, est-ce que vous allez pouvoir retourner? Non, ça avec toi que je fais je vis son frère. Je n'ai pas arrivé à Bézaré. Ah, vous n'êtes pas arrivé là-bas. Oui. Et son frère, est-ce que si on vous permet de retourner voir son frère, vous allez pouvoir? Vous savez, je demande seulement quelqu'un avant qu'il me dise. Où est son frère? Les gens de chez eux. Quelques gens que je les connais. Je peux demander seulement avant que s'il faut me dire. D'accord. D'accord. Alors, on a un psychologue qui est finalement arrivé, hein, et qu'on comprendra le premier avis pendant ce programme. Hein. On va d'abord débuter avec vous, Camille. Vous avez l'habitude de travailler justement avec des orphelins. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous échangez avec eux d'abord, au-delà des dons? Oui, beaucoup. Ouais, je leur raconte ma vie parce que j'ai été orpheline très jeune. Donc, j'ai perdu mon papa très jeune. Et puis, je leur dis souvent que je suis là. Ah, vous êtes la tata? Oui, je suis la tata. Et que s'ils ont besoin de quelque chose. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein, il est dans le public. Il vous accompagne tout le temps. Vous êtes une personne extraordinaire. Hein. Des fois, on a l'impression que c'est votre fils, alors que vous l'avez juste connu il y a quelques mois. C'est Franck. Hein, Franck? Oui. Bonsoir. Alors, comment est-ce que Franck... Alors, oui, on va donner le micro tout à l'heure à Franck, hein, pour qu'il puisse échanger avec nous. Hein. Le temps pour nous de vous poser la question à vous, Olivia. Qu'est-ce que vous aussi, vous travaillez avec les orphelins au quotidien? Exactement. Vous avez fait carrément votre cheval de bataille parce que vous avez moins de 30 ans, mais vous êtes tout le temps dans les orphelinats. Exactement. Qu'est-ce qui vous motive, vous? Ce qui me motive, c'est la joie de vivre que ces enfants montrent malgré leur statut d'orphelin. Mais quand j'arrive là-bas, je suis toujours tout contente parce qu'eux, ils n'expriment pas ce que nous on pense. Et ils expriment plutôt la joie et nous encouragent à toujours venir les voir. Mais je veux dire, quelles sont vos motivations à vous? Quel a été l'élément déclencheur pour que vous vous disiez un jour, voilà, je vais travailler, je me consacre aux orphelins? L'élément qui m'a poussé à me consacrer aux orphelins, c'est parce que moi-même de ma vie, de ma petite temps d'enfant, j'ai vécu des moments un peu difficiles. Et quand un ami m'a amené à l'orphelinat et il m'a fait voir ce que ces enfants vivent, il me dit, est-ce que la situation que tu vis, c'est pire que ce qu'ils vivent? Et là, j'ai compris que ce que je vis est plus abordable par rapport à eux. Donc, c'est ça qui m'a permis de me raccrocher à côté d'eux pour essayer de voir leur façon de vivre. D'accord, donc être au quotidien avec ces enfants, c'est un peu comme une sorte de thérapie pour Exactement, ça me permet de changer mon comportement dans tout ce que je peux faire. Quoi par exemple? Par exemple, moi j'ai l'habitude de me plaindre assez. Et quand j'arrive à côté de ces enfants, je vois que non, ils ne se plaignent pas de leur situation. Eux, ils vivent tel que la vie leur vient. Et moi, ça me pousse aussi à agir comme eux. Tout doucement. Alors, je disais tantôt que il y a un jeune homme pour qui Kali est la grande sœur qu'il n'a pas eue, hein, au-delà même la deuxième maman qu'il n'a pas eue. Franck, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, pas de paix. Tu fais quelle classe, Franck? Je ne pétante plus, le vent et le tue. Tu ne? Je ne pétante plus. Et le vent et le tue. D'accord. Alors, tu chantes aussi? Oui. Souvent dans les carrefours? Oui. Alors, qu'est-ce que les gens farotent sur toi? Hein? On te donne de l'argent, combien même comme ça? Papa et 15 ans. Et 1000 francs et demi. Tu fais quoi avec ça? Et dans la maman. Pourquoi? Pourquoi avec? Pourquoi tu es un peu le père de la maison? Oui. Et on pas le père de la maison. Alors, tu as connu ton papa? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il est où? Il est déjà mort. Qui t'a expliqué ce qui veut dire mourir? Ce que ça veut dire mourir? Maman me connaît.
personne m'a appliqué et j'ai appliqué à temps. Tout petit, j'ai perdu ma grand-mère à l'âge de 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mourir quand tu dis que papa est mort? Parti de départ. Et tu as eu mal? Oui. Comment? À quel point? J'ai pleuré. J'ai tout dit. J'ai pleuré jusqu'à la même le tonton m'a arrêté. Le jour de la mort. Et pourquoi tu vas plus à l'école? Maman j'ai quitté, maman crampe. Pourquoi? Je ne peux pas bénéficier et maman crampe. Je ne peux pas la même. Je me suis avec deux mains. Alors, tu es tout le temps avec maman? Maman t'aime aussi? Oui. Oui. Quelles sont tes relations avec maman? Beaucoup de choses. Je veux dire que, comment est-ce que ça se passe tous les jours avec maman? Qu'est-ce que tu fais comme activité avec maman? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Bon, quand vous mangez, je fais beaucoup de choses. Il y a souvent qu'elle m'envoie. Pardon? Il y a souvent qu'elle m'envoie au marché. Oui. Pas, elle fait au marché, elle ne comprend. Elle ne peut pas. Ça ne te plaît pas d'aller au marché? Ça me plaît. D'accord, d'accord. Alors, on va donner la parole au psychologue avant qu'il nous rejoigne sur le plateau, qu'il nous dise, est-ce que vous pensez, Norbert Nadjié, bonsoir déjà, est-ce que vous pensez que... Bonsoir Ali. Oui. Est-ce que vous pensez que le rapport à la mort, enfin la façon dont ces jeunes enfants appréhendent le décès de leurs parents, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il y a une façon particulière? Naturellement, il y a une façon d'aborder les questions de décès. Et ces enfants, pour la plupart, ont connu le décès dès le jeune âge. Et au jeune âge, on n'a pas une saine ou bonne appréhension de ce qu'est un décès. C'est plus tard, en grandissant, lorsqu'ils ont un peu plus de maturité, qu'ils comprennent le sens même du décès. Et déjà, très jeune, participer ou alors se confronter aux questions de décès, c'est très difficile pour les enfants, assez difficile. Difficile à vivre et difficile également pour l'entourage des enfants qui doit parler question de décès aux enfants. Plus tard donc, lorsqu'ils les interrogent davantage pour savoir où l'être cher est allé, comme il vient de nous le dire tout à l'heure, c'est parti pour de bon. Parti quelque part où on ne revient plus. Mais plus tard, si quelqu'un part, on sait toujours qu'il peut revenir. C'est pourquoi, en grandissant, les enfants auront tendance à poser des questions sur la destination réelle de l'être cher qui est disparu. Et quand nous regardons l'environnement dans lequel ils ont évolué, l'environnement n'a pas été favorable à un développement normal de l'enfant, puisqu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans le développement d'un enfant. Et ces facteurs-là n'ont pas tous été réunis pour le cas de la plupart d'entre eux. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile? Est-ce qu'il a refoulé, pour Dimitri par exemple, qui n'a pas connu sa maman, véritablement, de faire le deuil ou bien de se faire une image? Faire le deuil, un deuil définitif, je ne pense pas que Dimitri, à l'instant où nous parlons, soit en mesure d'en faire un deuil définitif, puisqu'il est encore dans le processus de croissance et en même temps de développement. Quand il est confronté à d'autres enfants qui parlent de leur papa, de leur maman, qui marchent avec le papa et le maman, lui également, ça l'interroge. Il va naturellement demander à ceux avec qui il grandit où sont également son papa et sa maman. Donc il est assez difficile pour lui de faire une croix définitive sur l'être disparu, bien que n'ayant pas connu véritablement ces personnes-là qui étaient pour lui une maman biologique et papa biologique. Donc, il y aura des répétitions où il doit interroger. Je pense que c'est avec l'âge adulte et la maturité que Dimitri pourra enfin comprendre réellement les questions de décès. Il aura besoin d'un certain nombre de choses dont on en parlera tout à l'heure pour définitivement mieux cerner, mieux comprendre ce qu'est un décès
et en même temps savoir vivre désormais tranquillement avec la disparition des parents à l'esprit. D'accord. Alors, Mamati, qu'est-ce qui est au quotidien avec les petits-enfants que vous avez, comment est-ce que vous, Dimitri, vous le traitez un peu plus particulièrement que les autres Est-ce que pour vous, il est une personne un peu plus délicate que les autres? Pourquoi? Quand j'ai les enfants, comme tu vois là, moi-même, je n'ai pas vu ma mère. Ah, bon? Moi-même, je suis offrant de mère. C'est mon père que je vis, je n'ai pas vu ma mère. Bon, quand je prends l'enfant, je ne veux pas que l'enfant souffre parce qu'il n'a pas la mère. Je sais que quand tu n'as pas la mère, on ne peut pas te jeter. Parce que moi-même, je n'ai pas vu la mère. Et c'est des gens qui m'ont aidé jusqu'à l'heure que je suis. Même la maman qui nous, elle était comme notre mère. La femme de la famille, elle est aussi déjà morte depuis. Qu'elle nous gardait comme la mère. Elle est aussi déjà morte. Bon, l'enfant, j'ai beaucoup. Quand je me suis mariée ici à Douala, je gardais les enfants sans les distinguer. Parce que les enfants, l'enfant, c'est l'enfant. Alors, maman Marty, est-ce que des fois, quand même, vous, pour ne pas qu'il se sorte, parce que c'est un garçon, des fois, ils ont leur fierté. Est-ce que des fois, vous lui dites, vous lui expliquez les choses, pourquoi papa est parti, pourquoi maman est partie, et comment est-ce qu'il devrait faire pour être un homme, même s'il est souvent seul dans sa chambre et qu'il pleure? Non, elle ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas. Elle était chez ma fille. Avant qu'elle a eu le problème, elle rentrait encore chez moi. Bon, c'est elle qui m'a aidé même à l'enfance. Je n'ai rien. Je suis comme ça, mon mari est mort comme ça, elle était commerçante. Je me débrouillais toujours après le marché. La partie qu'après le malade, elle me finit comme ça. Je n'arrive même pas à rien à faire. C'est ça peut-être qui m'a aidé de fois, même que je peux dire que pas faire comme ça, pas faire comme ça. Elle va souffrir de quoi? Même si je n'ai pas, je ne peux pas la faire souffrir. Je supporte seulement que c'est Dieu celui qui connaît. Quand tu n'as personne, tu vas souffrir seulement le bon Dieu que moi voici devant toi, tu vas faire comment? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je compte à Dieu avec quelqu'un qui peut m'aider. Parce que ma mère, même je n'ai pas vu. Et elle-même, son père l'a fait seulement la fancy. Après une femme qui l'a déjà vue. Comme il m'a laissé l'enfant, même ses frères, même, elles sont là, personne ne vit pas. Ah, il a des frères et sœurs? Oui. Sa mère a eu d'autres enfants, hein? Oui. Vous connaissez ses frères et sœurs là? Et c'est un qui est venu la regarder une fois. Ils sont toujours dans leur village. Il s'appelle comment? L'autre s'appelle Mamie. Mais les prénoms, je ne le connais pas. Laïssa. Larissa, hein? Laïssa, c'est une fille, deux filles. Laïssa et Mamie. Le nom de Mamie, je ne connais pas. On l'appelle Mamie jusqu'à moi-même, j'appelle comme ça. Je ne connais pas son nom. Grand-mère. Elle s'est mariée dans... Grand-mère. Non, elle venait à la maison, je l'appelle toujours Mamie. Laïssa. Ils sont tous dans leur village. Mais elles sont venues le regarder, enfin, lui rendre visite. Mamie est venue une fois. Comme elle a eu le problème, elle est venue chez moi. Elle vous a dit quoi quand elle est venue? Elle vous a dit qu'elle venait pourquoi? Comme elle est venue là, saluer là encore, même le téléphone, je n'ai pas. Son numéro de téléphone, je n'ai pas. Vous n'avez pas pris son numéro de téléphone, pourquoi maman? Elle ne m'a pas donné, elle ne dormait pas chez moi. Quand elle est venue regarder l'enfant, une seule jour, elle est repartie, elle n'est pas encore revenue. Donc elle est partie comme ça. Je sais que c'est chez le village de sa mère. Ou là-bas, ou se marier là-bas, je ne connais pas. Alors, quand mamie est venue, Dimitri, comment est-ce que tu les as reçus? Je les ai reçus avec joie. Une fois que je vois mes soeurs, parce que je ne les ai pas vues depuis longtemps. Parce que quand on était à Bétois, c'était eux qui s'occupaient de moi. Alors, j'étais très content de les voir. Mais tu étais un enfant, comment tu sais que c'est ce qu'elles t'ont dit, qu'elles s'occupaient de toi? Oui. Mais tu ne pourrais pas te rappeler. Comment est-ce que tu vis sans souvenir? Je dis, tu penses à quoi?
penses au bon moment avec tes frères actuels, c'est tout. Tu aimerais les revoir? J'aimerais bien les revoir. Tu aimerais revoir qui? J'aimerais revoir Aïssa et aussi Mami. Ce sont tous les deux qui sont venus me voir. Quels sont? Tu n'as pas demandé leur nom? Je n'avais pas demandé le nom. J'ai demandé comment l'autre s'appelle. J'ai demandé à ma grand-mère comment l'autre s'appelle. Elle m'a seulement dit Mami. Alors, moi aussi, elle appelle aussi Mami. Comme ça. Et l'autre, c'est Raïssa. C'est comme ça que moi je l'appelle. Et qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Je sais pas. Mamie, il était Mamie s'est mariée. Mamie s'est mariée, maman? Oui. Qui vous a dit qu'elle s'est mariée? En quittant ici à Douala, quand sa mère est morte, elle avait une fille. Elle est venue comme ça qu'elle a déjà accouché d'eux. Quand elle est venue regarder celui-ci, là, il avait encore déjà 2 enfants. Là, avec toi, j'ai pris l'enfant là-bas. D'accord. D'accord. Alors, on va prendre, juste derrière le jingle, on va ouvrir, derrière la transition, on va ouvrir le débat. Alors, orphelin, comment se reconstruire quand on a perdu ses parents? Nous allons débattre donc autour de cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à vous? Non, mais on vous pose la question à vous, Kani, puisque vous êtes une aussi, orpheline de père. Comment est-ce qu'on se reconstruit quand on a perdu un parent? Un ou ses parents? Pour être honnête, je n'ai jamais pensé à ça. Donc je me suis lancée à la vie active trop jeune. Donc je n'ai jamais pensé à chercher à savoir comment reconstruire sa vie lorsqu'on perd son papa. Mais comment est-ce que vous avez fait pour tenir? Je me suis donné entièrement au bon Dieu, grâce aux prières. D'accord. Alors, si on vous posait la question à vous, votre prénom est assez singulier. Tandis que je reconsulte mes fiches. Guinolé, oui. Alors, Guinolé Meva Koho, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'en suis fier. Oui. Alors moi je vous pose la question à vous, le parent que vous êtes, comment est-ce qu'on se reconstruit? Vous êtes un homme, vous êtes appelé de même être, on ne sait pas. À partir, comment est-ce qu'on se reconnaît quand on a perdu un ou des parents? Pour commencer d'abord, Madame Ali, je suis d'abord orphelin. Je suis orphelin de père. Depuis quel âge? De quel âge? Je suis très grand, je te dis grand quand même. J'étais grand, le père. J'ai ressenti la douleur malgré que ça m'a trouvé quand je suis grand. Vraiment, j'ai ressenti la douleur. Parce que perdre un parent, c'est très cher. Très cher. Quel qu'en soit l'âge, il n'y a pas l'âge pour perdre un parent. Et j'ai dit, quand je parle même, j'ai l'émotion, je parle avec l'émotion. Parce qu'il me risque même un peu de pleurer. Parce que j'ai trop aimé mon père et je manque ses conseils jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je manque ses conseils. Et la réconciliation, c'est pas facile. Maman est toujours vivante? Heureusement, maman est vivante. Et maintenant, tout perd maintenant sur la maman. Tout perd sur la maman, comment? Oui, alors parce que vous que êtes l'encadrement, le conseil que je pouvais recevoir de mon père, maintenant c'est ma maman qui me donne ce conseil maintenant. Parce que vous savez, c'est la continuité. Les choses que la maman se disait avec le père, c'est des confidences. Et là, maintenant, j'en bénéficie. Vraiment, je suis peut-être un peu heureux parce que la maman est encore vivante.
Alors, vous, hein, on va vous poser la question comme d'entrée de jeu là-bas. Comment on se reconstruit Là, c'est l'expert qui parle. Lorsqu'on a perdu papa ou maman, ou bien les deux, quand on est encore enfant, comment on arrive à se reconstruire jusqu'à devenir un adulte? La reconstruction d'un enfant qui perd un papa n'est jamais individuelle. Elle est très souvent collective, disons familiale. Un enfant qui peut renaître chez a besoin d'un soutien aussi bien de la famille que de la société. Et lui-même, il devrait également faire un certain nombre d'efforts. Mais il est important d'attirer beaucoup plus l'attention des personnes qui vivent avec l'enfant, notamment la famille. Dans cette logique, la famille devrait à chaque moment répondre aux attentes ou aux interrogations que l'enfant doit régulièrement poser. Dans le processus de croissance et développement de l'enfant, comme je faisais allusion tout à l'heure, il y a un certain moment où l'enfant a des préoccupations. Il veut élucider un certain nombre de mystères. Et tout seul, il ne peut pas. C'est pourquoi, si nous voulons nous focaliser sur la personne de l'enfant qui a perdu un être cher, il sera carrément difficile de s'en sortir ou de se reconstruire. La reconstruction mettra donc aux prises aussi bien la famille que la société. Et je voudrais attirer un peu l'attention de la famille sur le fait que quand l'enfant, à ce moment, a des besoins ou alors a des préoccupations, la famille devrait lui répondre en fonction de son entendement. Au fur qu'il grandira, en mesure, il aura des préoccupations. Un enfant de 5 ans qui pose des questions sur son papa ou sa maman a besoin d'un certain type de réponse beaucoup plus atténuée. Au fur qu'il grandira autour de 12 ans, il y a un peu plus de maturité avec l'intelligence, y compris les émotions. Lorsqu'il pose des questions, cette fois-ci, la maman devrait un peu plus lever le niveau pour qu'il puisse comprendre de quoi il est question. S'il pose une question, c'est parce qu'il a un besoin, c'est parce qu'il a envie qu'on lui dise un certain nombre de choses. C'est pourquoi j'insiste sur l'entourage et la société aussi, puisque tous ensemble, nous avons autour de nous, de nos maisons, des personnes qui vivent étant dans une situation d'orphelin. Et ces personnes ont aussi besoin d'être accompagnées par les autres, bien que nous ne faisons pas partie de la même famille. Le regard que nous portons sur les orphelins influence leur croissance, influence également leur développement. Et dans le développement, je mets en exergue le développement de leur intelligence et leur intégration dans la société. Donc, toute la société ensemble, avec la famille, devrait porter une attention bien particulière à la personne des enfants qui ont perdu un être cher très tôt. D'accord. Alors, vous, dites-nous, Olivia, quand vous rencontrez ces enfants, quel est le regard que vous portez sur eux? Pour moi, le regard que je porte sur les orphelins, c'est que ils ont perdu quelqu'un de cher, soit ils ont été abandonnés, et il faut que nous apportons notre quote-part pour les aider à sortir de la situation. Non, moi je veux dire, quand vous les regardez, quels sont, ou bien quel est le sentiment qui vous traverse? Est-ce que c'est de la compassion? Est-ce que c'est de la pitié? Est-ce que c'est de l'empathie, la sympathie? Moi, je compatis à leur situation. Je compatis avec eux. Je me mets à leur place. Si c'est moi, comment je vais agir, et j'apporte mon soutien. D'accord. Alors moi, je m'aurais posé, je vais donner la parole au public. Hein. Cette fois-ci, on va donner la parole à la dame en rose. Elle va se présenter et puis elle va me donner son avis. Bonsoir. Votre prénom? Oui, allez-y. Oui, Madame Kwebou, Laure. Laure Kwebou. Oui. Alors, dites-nous, Laure, comment est-ce que vous pensez-vous qu'on se prépare à éventuellement, est-ce qu'on devrait se préparer à éventuellement partir et laisser ses enfants? Est-ce que vous pensez que vous êtes parent, vous êtes maman, hein? Est-ce que vous avez déjà pensé à, si je ne suis pas là aujourd'hui, comment est-ce que mes enfants seront, avec qui est-ce qu'ils vivront? Est-ce que vous vous entourez de ce genre de détails, de précautions?
Ok, merci de m'avoir passé la parole. C'est vrai que moi j'y pense. Pourquoi? Parce que moi-même je suis orpheline depuis 7 ans. J'ai perdu mon papa. J'ai vu notre maman souffrir pour nous élever. Oui. Donc du coup, moi je sais ce que c'est. Oui, que perdre son père, perdre sa mère. Oui, bon, du coup, ça me passe toujours en esprit de me dire que un jour, peut-être, bon, ça peut arriver qu'un matin, au fait que je perde un de mes enfants ou bien quoi. Au fait, un de mes enfants, je peux dire ça comme ça. Bon, du coup, quand on vit au quotidien, comme on dit, on met sa vie au Seigneur. On essaye de confier tout au Seigneur. On dit c'est tout ce qu'il fait est bon. Bon. Donc sur le plan concret, vous n'avez pris aucune... Bon, sur le plan concret, ce que je peux dire, c'est que j'amène les enfants vers leur tonton, vers leur tata. En fait, j'amène les enfants à connaître leur oncle, leur tata. En fait, à connaître la famille. Sachant qu'on ne sait jamais si demain, maman n'est pas là ou papa, que l'enfant sache à qui s'adresser, à qui aller vers, oui, pour avoir un soutien. Alors oui, dites-nous justement, sans donner de nom, hein, vous n'allez pas faire des jaloux entre les tontons et les tatas. Vous avez déjà pensé à, vous en avez discuté avec quelques-uns, les tontons ou tatas ou bien votre époux, pour lui dire, chérie, s'il arrive que je parte, les enfants, j'aimerais qu'ils soient avec tel, avec un tel. Vous faites ce genre de choix. C'est vrai que je n'ai pas encore pensé. Je n'ai pas encore parlé de ça. Alors, je m'avais posé la question d'abord, plus que les psychologues nous disent, est-ce qu'on s'entoure dans d'autres contextes de ce genre de détails ou bien la mort est tellement tabou qu'on ne pense pas à partir et à laisser ses enfants. Vous, est-ce que vous avez déjà pensé à cela, que vous pouvez éventuellement partir et laisser les enfants? Vous avez pensé à comment est-ce que ça va se gérer après vous? Excusez-moi, depuis là. Le chat est parti. Madame Ali, moi je voulais vous dire quelque chose. En Afrique, parce que là dit des choses un peu, dit des choses importantes. Mais en Afrique, c'est le contraire. Mais je parle de vous. Est-ce que vous êtes entouré? Moi, je peux m'inspirer. Je peux m'inspirer du fait que j'ai perdu mon père et de l'encadrement que ma mère a subi vis-à-vis et continue à subir vis-à-vis de la famille de mon père. Parce que après mon père parti, basta. C'est ma mère qui reste seule, qui nous encadre et qui a continué à nous encadrer. Et je voulais revenir sur mon cas. Si demain je pars, la leçon pour partir du fait que ma mère et que mes frères, si mes frères, eux, parce que quand vous êtes partis, vous êtes partis. Mais ça reste à mes frères à encadrer mon fils. Mais est-ce que vous en avez parlé avec eux? Nous en parlons chaque fois. Et je vous rappelle, c'est de ça que maman nous enseigne. C'est de ça que maman nous enseigne. Elle nous apprend que vous voyez comment votre père est parti. Et comment cette famille, la famille de ton père, qui, on se voit seulement quand il y a des cérémonies, je ne sais pas. Mais le reste est là. Venir nous rendre visite, venir réconforter la maman, passer de temps en temps, même quand la maman est souffrante, c'est difficile. C'est difficile. Je vous ai tantôt, on vient seulement quand il y a peut-être des réjouissances, quand il y a, je sais pas, un autre malheur. Vous avez des noms quand même de tontons et de tatas? Bon, à qui éventuellement vous les laisserez, ou bien quand vous serez parti, vous laissez tout au bon Dieu? Vraiment, bon, moi, à ce qui me concerne, j'ai un garçon, j'ai mon fils. Je n'ai pas, je n'ai que celui-là pour le moment, peut-être. Le moment là, d'autres vont venir. Mais moi, je me dis que, voyons, c'est que ma petite soeur, parce que j'ai une petite soeur qui a accepté de garder mon fils. Je suppose que si demain, comme nous sommes dehors là, quelque chose m'arrive, elle va continuer à encadrer mon fils comme si j'étais toujours là. Parce que vraiment, ce qu'elle fait pendant que je vis encore, j'ai bien espoir que si demain je ne suis pas là, elle va continuer à encadrer mon fils. Pour vous, Camille, vous en avez parlé, enfin, vous y pensez, vous avez votre papa qui est déjà parti, la maman a dû retourner au village, vous avez dû aller vous lancer très tôt dans la vie active. Est-ce que vous avez pensé à demain quand vous allez faire des enfants, qu'est-ce que vous allez faire d'eux si vous n'êtes pas là? Ou bien vous ne pensez pas à ce genre de... Premièrement, je ne souhaite pas, parce que c'est difficile. Personne ne souhaite, hein? Ouais, c'est difficile. Donc, bon, deuxièmement, avec le départ de notre papa,
mes petits frères et moi, nous nous sommes beaucoup soutenus. Donc ça fait que parfois les enfants, je n'en ai pas encore, mais mes nièces parfois viennent passer des congés avec moi. Et je pense que si demain aussi j'ai un enfant, je ferai la même chose. D'accord. Souvent, la réalité est tout autre. On va d'ailleurs en parler. Hein, quand les gens décèdent, le tonton, la tata qui était très gentil, change complètement de comportement, surtout si vous étiez la mamelle nourricière de la famille. Alors, cette question de poser des bases avant de faire des prévisions en ce qui concerne éventuellement sa mort, c'est tabou encore chez nous. Vous avez écouté les réponses des uns et des autres. Vous pensez que on y pense vraiment chez nous à son après-mort? Qu'est-ce que deviendront les enfants? Penser à la mort, Aline, est une réalité qui s'impose. Il est vrai que la relation que nous avons avec la mort ici, chez nous en Afrique, elle est très complexe dans la mesure où beaucoup ont peur de penser à la mort, beaucoup ont même peur de parler de la mort. Vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre nous, lorsqu'on veut évoquer les questions de mort, on préfère dire il a cessé de vivre que de dire il est mort ou alors qu'il est décédé. Parce qu'on a peur d'avoir cette relation avec la mort. Néanmoins, bien qu'ayant peur de la mort, dans nos cultures aussi, nous voyons des traits de préparation à la mort. Comment ça? Dans la mesure où vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes ayant des responsabilités parentales ont toujours eu à se confier à des personnes si jamais ils décédaient. Il y en a toujours une personne comme cela. Où on va dire, si je décède par exemple, en ce qui concerne mon enfant, j'aurais voulu que tu ne laisses pas mes enfants, je te confie mes enfants. Ou alors, si je décède, tout ce que j'ai comme bien, je te les confie, ne laisse pas mes biens comme ceci. Bon, il y a toujours ce genre de commentaires sur nos acquis. Et dans les acquis, nous avons les acquis humains et les acquis matériels. Ce genre de commentaire est une forme de barrière culturelle que l'on essaie de construire pour sécuriser la vie des enfants si jamais on arrivait à décéder. Mais le problème qui se pose également est ce qui peut se passer après le décès. Comme monsieur l'a tout à l'heure évoqué, après le décès, il y a... Guinolé l'a dit tout à l'heure. Naturellement, il y a plusieurs situations d'abandon qui fait à ce qu'on croit que chez nous, on ne pense pas à cela. Mais individuellement et globalement, même si on refuse d'en parler très souvent, avec la responsabilité, on en parle quand même. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, ou bien vous vous entourez pas de ce genre de détails, est-ce qu'il sera véritablement pris en charge? Est-ce qu'il aimera toujours? Avec quoi est-ce qu'il va le nourrir? Est-ce que vous entourez d'aller par exemple souscrire à une police d'assurance décès, ou bien à garder de l'argent dans un compte bloqué, ou bien ça ne rentre pas dans vous, ou bien vous touchez du doigt, hein? On ne parle pas de mort maintenant. Madame a dit ça me fait vraiment rire quand vous parlez de garder de l'argent, comme ils sortent les caisses de souveraineté, et que si demain vous n'êtes pas là, l'enfant va toucher cet argent. Pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que c'est des choses un peu... C'est trop compliqué chez nous. Comme disait, c'est très compliqué chez nous en Afrique. Pour compliquer, vous voyez, pourquoi? l'épargne, c'est pas une chose facile. Nous vivons le jour le jour, nous vivons le jour le jour. Moi je le dis parce que il est bien beau de garder de l'argent. Si demain tu n'es pas là, l'enfant peut s'en servir. Peut-être même celle qui va garder l'enfant, qui va coacher avec l'enfant, peut utiliser cet argent pour éduquer l'enfant. Ou éduquer ses enfants. Pour éduquer le plus souvent, parfois. Bon, j'espère que ce cas-là ne m'arrive pas si demain je suis pas là. Surtout quand tu es mort là, derrière là, tu ne contrôles plus. L'enfant est parfois laissé. Parfois même vous, madame m'a dit, je vous dis, parfois même vous gardez de l'argent. Mais ce n'est pas l'utilisation de cet argent n'est pas utilisé pour votre enfant. Donc c'est là le problème. Voilà pourquoi en Afrique le plus souvent, l'enfant vous l'encadrez quand vous êtes là, vous l'encadrez quand il est là, quand vous êtes là, vous l'encadrez jusqu'à ce qu'il grandisse. Bon, si dans les cas, la mort vous rattrape, je ne sais pas. C'est une fatalité. Laissez le reste à ceux qui vont rester de l'encadrer. Vous ne laissez pas à Dieu. Oui, on confie à Dieu. Vous savez, dans notre société bantou, il y a des gens, parfois quand vous parlez de Dieu, certains prennent ça pour, je ne sais pas. C'est vrai que ce Dieu existe. Vous avez honte de Dieu? Non, pas honte de Dieu. Moi, d'abord, je suis d'abord croyant, je crois beaucoup en Dieu. D'accord. Je vous taquinais. Je vous taquinais. Merci. Alors,
Olivia, qu'est-ce que vous rencontrez des enfants souvent, des orphelins souvent qui sont dans des situations compliquées parce qu'ils souffrent. Vous êtes d'ailleurs la marraine d'un orphelin. Exactement. Il s'appelle comment? Samuel. Samuel. Oui. Quelle est l'histoire de Samuel? Bon, parce que quand j'ai pris Samuel pour filleul, j'ai demandé à savoir comment il est arrivé à l'orphelinat. Bon, on m'a répondu tout simplement que Samuel a été pris en route, a été ramassé en route et Samuel ne marchait pas à l'âge de 4 ans. Et il ne parlait pas, Le seul mot qu'il disait c'était Bouddha. Bon, moi je me dis il est de Bouddha, c'est pas un truc comme ça. Donc, il disait Bouddha. C'est tout ce qu'il savait dire, exactement. C'est étrange qu'il sache dire. Il sache dire que son village. Je sais pas. Et il marche. Ah oui. Quand Samuel est arrivé à l'orphelinat, il voit tout le monde marcher. Il se sent à l'aise. Il voit que lui aussi peut et il a fait des efforts. Samuel marche même si c'est dur. Parce que quand il a appris à marcher, il était trop tard et les séquelles sont restées. Donc il marche, mais vous sentez qu'il fait des efforts, mais il n'y arrive pas trop. Alors, et à ces enfants-là, est-ce que vous avez l'impression que dans l'orphelinat, on leur a raconté leur histoire, l'histoire de leur famille? Je ne pense pas trop, Je pense pas. Parce que moi, je pense que là-bas, on essaye de leur faire toutefois oublier ce qu'ils ont vécu. Parce que faire aussi... on oublie sa famille. Comment est-ce qu'on leur explique? On oublie sa famille, je comprends pas. Non, quand vous êtes petit, on ne vous explique pas du coup ce que vous avez vécu. C'est quand vous allez commencer à poser des questions qu'on va vous répondre, ça c'est certain. Mais tant que vous ne posez pas les questions, je ne vois pas comment la maman qui vous a pris va commencer à vous raconter subitement comme ça. Alors, dites-nous, Kani, qu'est-ce que vous dites aux enfants quand c'est dur? C'est dur des fois pour Franck, pour qui vous êtes la tata, la deuxième maman. Qu'est-ce que vous lui dites quand c'est dur à Franck ou aux autres? Parce que Franck, des fois, doit doit jouer, il joue dans les carrefours, il s'amuse à chanter pour avoir un peu d'argent. Quand c'est dur, qu'est-ce que vous lui dites? Bon, quand c'est dur, il est retrouvé au centre là où je suis. Parfois, il arrive, il pleure. Il pleure et puis je lui raconte l'histoire d'une petite fille. Et je finis par lui dire que la petite fille, c'est moi. Et comme je vis au centre, il voit comment je vis au centre. Après, il m'embrasse. Et puis je lui dis, tu dois supporter comme cette petite fille l'a supporté jusqu'aujourd'hui. D'accord. On va prendre la synthèse juste derrière. Alors, Dimitri, on va débuter avec vous, avec toi. Le jeune Dimitri qui fait forme. Voilà. Alors, c'est bientôt Noël. Tu connais le Père Noël? Tu y crois au Père Noël? Presque. Presque. Est-ce qu'à cette période-là, tu fais des vœux des fois? Tu ne fais pas de vœux? Tu as déjà reçu des cadeaux pendant Noël? Oui, il y a aussi des cadeaux. Oui. Et cette année, tu n'aimerais pas en recevoir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour la fin d'année? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que tu as un vœu? Je veux dire, ça peut ne pas être un cadeau, hein? Ouais. Tout ce que je voudrais, c'est juste un ordinateur pour continuer mes études avec. Tu vas faire quoi? Enlever l'ordinateur en forme tout. Ici, vous utilisez l'ordinateur en forme tout? De fois, on posait des questions qu'on n'a pas encore appris. Donc, si par exemple un professeur dit qu'on peut aller chercher ça sur Internet, on s'interroge là-bas. Non, ça nous donne les réponses. Donc, ça nous aide un peu. Sur l'ordinateur, hein, le laptop? Oui. D'accord. Alors, grand-mère, on va passer le micro à Mame Marty. Le micro, Mame Marty va tenir le micro. Mame Marty, prends le micro. Voilà. Mame Marty,
Les gens sont en train de te regarder. Si, parce que toi aussi tu as le droit de faire un vœu au Père Noël. Il n'y a pas d'âge avec le Père Noël. Qu'est-ce que tu dirais pour la fin d'année? Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour la fin d'année? Ça peut ne pas être quelque chose de matériel ou immatériel. Qu'est-ce que tu aimerais avoir, Mamati? C'est quoi le vœu de ton cœur? C'est que je veux pour les fêtes. Pour ton cœur, quel est le désir de ton cœur? Moi, je suis comme ça, maman. Si vous me donnez quoi, je supporte seulement. Sauf le code de l'enfance, je n'ai rien. Même l'argent, je n'ai pas fini. Je vais compter seulement sur les choses que je vais apprendre, que l'enfant est comme ça. Je vais faire comme lui. Pour moi, avant l'état de malade que ça me gêne. Et même si on me donne mon poids, je vais faire comme les enfants, l'enfance, depuis le souffrance, je suis comme ça. Je dis à bon Dieu que si quelqu'un peut m'aider l'enfance, ça me plaît beaucoup. Aider à faire quoi, maman Marty? Pour moi, avec moi, comme je suis là, même l'eau que je vends, je n'ai pas, on vient couper, je n'ai rien. Comme le capital de marché, moi, rien. Je reste comme ça. Si on me donne 5 francs, je supporte qu'il peut manger des beignets, il peut manger la nourriture. C'est comme ça. Si quelqu'un m'aide 5 francs, je dis que l'enfant, pour qu'on dit qu'elle a volé quelque chose dehors, je viens payer. Mieux que je donne, je reste comme ça. D'accord, Mamati. Donc tout ce que Mamati veut, c'est pour son petit-fils. L'école, ça coûte combien? La pension coûte combien? Et Mamati a déjà payé combien? Mamati, tu as déjà payé combien à l'école? Elle est maintenant au lycée. J'ai donné presque 40 000 là-bas. Mais si on va demander ce que je ne sais pas. Donc, elle a commencé à la berger. Berger, je paye la classe. Il faut encore combien, Mamati? Pour les pensions de l'école. Oui. Je ne sais pas. C'est les gens de lycée qui peuvent me dire. D'accord. Mamati ne sait pas. Dimitri, tu sais? Qui peut payer ton école? C'est Mamati. C'est moi qui donne l'argent. D'accord, Mamati. Donc, Mamati, on te demande seulement l'argent, tu donnes. Quand on te demande l'argent, tu donnes seulement, Mamati. Non, comme elle est au lycée maintenant à cause des gens de santé sociale. Ils vous ont aidé, Mamati. C'est à cause de santé sociale qu'on l'a mis au lycée maintenant. D'accord. Parce qu'elle était d'abord au privé. Je payais for one 100 000. 100 000. Sans compter le cahier. D'accord. D'accord. Cette année, on l'a envoyé au lycée. D'accord. Alors, on termine rapidement avec quelques mots. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez comme action? J'ai créé l'association des handicapés orphelins du Cameroun. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez comme activité à venir? Au niveau de l'association a d'abord s'est engagée pour 5 orphelins très démunis. Et puis au niveau des handicapés aussi, parce que mon association a pour but de combattre la mendicité. Donc nous avons au centre des machines. Le centre est situé où? Au centre social d'Oyac, c'est à Montfébé. D'accord. Ouais. Le centre social de Yac, si on veut vous rencontrer. Ouais. D'accord. Et vous? Notre association, Cœur d'Ange des jeunes du Cameroun, lance un spécial Noël pour les orphelins. 70 enfants de 2 orphelinats vont recevoir les cadeaux autour d'un buffet parce que nous voulons leur faire partager Noël comme à la maison. Donc il s'agit de l'orphelinat Menrad Ekba de PK11 et Marie de Magdala de PK9. Donc c'est le 21 au 22 décembre. Vous avez passé Noël là-bas. Je viendrai peut-être je vais peut-être me joindre à vos activités parce que c'est assez sympa de travailler avec les enfants. Un mot pour les enfants qui ont perdu des parents et qui vous écoutent, qui sont encore des enfants. Vous êtes un adulte déjà. Mais comment les assister Non, je veux dire que si vous avez quelque chose à leur dire
Oui, pourquoi pas pour les assister aussi. Ce serait pas mauvais. Je crois c'est un reconfort. Tout ce que je peux les donner, c'est le reconfort. C'est un reconfort parce que quand tu payes ton parent, comme je disais tantôt, il faut être fort. Oui. Il faut être fort, surtout dans notre environnement. Oui. Il faut être fort. Et se dire qu'on peut. Qu'on peut. D'accord. Qu'on peut, vraiment. On sort avec vous, le psychologue. Déjà, il faut qu'on tienne un coup de chapeau à toutes les dames qui travaillent au quotidien avec les orphelins. Elles sont extraordinaires. Très extraordinaires. Des fleurs. Des fleurs, vraiment, comme tu le dis, Aline. Oui. Vraiment beaucoup de courage. Et je voudrais également encourager toutes celles-là qui travaillent dans l'ombre pour le bien-être des enfants. Elles sont nombreuses. Je pense aussi à une dame comme cela à la table de Virginie qui aide aussi les enfants. Ce sont des personnes qui vraiment œuvrent pour les enfants. Et je voudrais aussi qu'on participe davantage à l'éducation des personnes qui travaillent avec les enfants. C'est-à-dire une formation en psychologie de l'éducation, puisque les enfants en ont vraiment besoin. Et quand on sillonne un peu les centres de rééducation des enfants, les enfants sont difficiles. Difficile pas parce qu'ils sont méchants ou mauvais, mais parce qu'ils ont vécu des situations assez difficiles. C'est que des enfants. Hein, effectivement, que des enfants. Donc j'interpelle beaucoup, j'encourage celles qui travaillent avec les enfants et je voudrais également remercier Aline ce soir pour ce thème assez spécial pour les enfants. Les enfants, parce qu'ils restent beaucoup dans l'anonymat et beaucoup n'en parlent pas. Des orphelins, je crois des handicapés. C'est ça, non, Madame Ibete? Le 3 décembre. D'accord. De toutes les façons, on verra peut-être avec vous les nouveaux tontons pour accompagner les actions de Kanye ou bien de... Si je suis sollicité, volontiers. Oui, ou bien d'Olivia en faisant des cadeaux pour les enfants. Merci d'avoir été des nôtres ce soir encore. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.